souhaitons la bienvenue dans notre série de balados pour laquelle nous réalisons des entretiens stimulants et inspirants avec des femmes audacieuses et passionnées qui façonnent l'environnement de travail de demain. Randstad Canada est fier de célébrer le 10e anniversaire de son programme Les femmes qui transforment le monde du travail, qui vise à aider les femmes à naviguer dans un marché en constante évolution. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Bonjour, je suis votre animatrice Marie-Noëlle Morancy de Randstad Canada et j'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la BDC. Bonjour Isabelle. Bonjour ma chère, contente de te revoir. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. On s'est connus, nous, en 2013. Vous étiez à l'époque chez Sun Life. Oui. Et vous aviez parlé, c'était une conférence, on commençait à parler des femmes là, chez Randstad Canada, de s'occuper de cet enjeu-là. Et vous aviez parlé de votre progression comme femme leader dans la grande entreprise. Et là, on est quelques années plus tard. Vous avez fait un nombre de choses incalculables depuis ce temps-là. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement de votre parcours au cours des dernières années et à travers ça, que vous nous parliez un peu de ce que vous avez observé du côté des femmes. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui est resté pareil? Et peut-être aussi ce qui a reculé, parce que on va en parler plus tard, mais je vais vous entendre d'abord. Premièrement, ça me fait grand plaisir de pouvoir parler de cet enjeu et tu connais la promesse que je me suis faite à moi-même de poser un geste par jour pour la cause et donc je pourrais probablement mettre deux petits crochets parce que je l'ai fait avec toi aujourd'hui. Oui. Mais j'ai le goût de te dire que en 7 ans, on a fait des pas vers l'avant, mais que faut faire le constat qu'il nous reste beaucoup à faire. Avec l'effet A, je constate que de travailler sur le vecteur de la confiance, c'est le vecteur qui, je dirais, ouvre plusieurs portes et libère l'ambition, entre autres chez les femmes, chez les hommes aussi. Je pense que c'est là où il faut continuer à travailler, nous, les femmes. Non pas de dire aux femmes, soyez plus ambitieuses, mais soyez moins timides à déployer vos ambitions. Là, j'ai le goût de te dire aussi que durant ces 7 ans-là, j'ai passé 4 ans à l'autre côté de l'Atlantique. Et des fois, quand on se compare, on se console. Je dois te dire que, puis je le disais même quand j'étais en France ou que j'étais à Paris, que je considère que le Canada, à plusieurs égards, est en avance, la France, sur le dossier et la priorité d'égalité femmes-hommes. C'est un pays, la France, qui est beaucoup plus... premièrement, il y a une hiérarchie sociale beaucoup plus installée. Et il y a moins de femmes qui sont... Il y a des femmes qui sont de plus en plus visibles, mais pas assez audibles sur la question. Et c'est important qu'on soit visible, c'est important qu'on ait des modèles pour les jeunes femmes, les filles à l'école, mais c'est aussi important qu'on nous entende. Oui. Et ça a été une de mes très grandes différences que j'ai vues des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, je vais te dire également qu'avec la pandémie, on est maintenant dans un corridor de 140-150 ans vers la parité femmes-hommes. On a perdu 35 ans en 1 an. Oui, ça, on l'a constaté aussi. Effectivement, nous, on a fait de la recherche aussi, puis la pandémie a vraiment affecté les femmes de façon disproportionnée en termes de perte d'emploi, en termes de réalisation de la surcharge de travail qu'elles ont eu en termes d'obligations familiales et tout. Donc, effectivement, ça a beaucoup reculé de ce côté-là. Et je pense que ça peut influencer le prochain résultat dont je veux parler. Puis, effectivement, on a fait une recherche récemment nationale. On a fait des focus groups. On a interrogé 1000 femmes de tous les horizons. On s'est assuré d'avoir une bonne diversité et une femme sur 5, dont 19% croient que il n'y a pas tant que ça de progrès qui a été réalisé en matière d'égalité des sexes. Et j'ai trouvé ça assez bas, merci. Est-ce que ça te surprend? Dans le contexte, c'est peut-être pas surprenant parce qu'on a fait le sondage pendant la pandémie. Mais moi, je vois comme une contradiction dans le sens où on voit beaucoup d'exemples de femmes à la télé, tout ça, des exemples très forts, des Greta Thunberg, des Kamala Harris, donc des femmes qui nous montrent que c'est possible, tout ça, mais en arrière, on dirait derrière cette image-là, il y a beaucoup de femmes qui le sentent pas, ça. C'est parce que leur quotidien n'a pas changé. Pas ça.
Et puis leur quotidien va changer quand les organisations vont prendre à bras-le-corps cette priorité. Quand je dis qu'on a besoin d'être visible puis audible, des modèles féminins, c'est qu'on a besoin de démontrer aux filles et aux femmes que si elles le veulent, c'est possible. Parce que les femmes, on est particulièrement bonnes à répliquer ce qu'on voit, pas super bonnes à répliquer ce qu'on voit pas ou à faire ce qu'on n'a jamais vu. T'sais, on peut pas répliquer ce qu'on n'a jamais vu, là, mais... Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est important qu'on ait des modèles visibles et audibles, mais en même temps, pour que le quotidien du grand nombre de femmes évolue, il faut que, entre autres, les organisations et les leaders de ces organisations prennent la décision que c'est une priorité dans le quotidien. Et pas juste de le dire. Non. Parce que je pense qu'il y a aussi une espèce de perception de... On en parle beaucoup, c'est cute pour le PR. Puis parce qu'on en parle, on fait quelque chose. On fait quoi? Coche. Mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de frustration sur l'avancement, sur les accès aux promotions, l'égalité des salaires. Il y a encore beaucoup de frustration par rapport à ça. Donc, mais tu sais, je vais te raconter une anecdote là, que j'ai vécue dans les derniers mois depuis que j'ai pris la tête de la BDC. Bon, t'as pas besoin de me poser la question pour que je partage mon opinion sur l'égalité femmes-hommes. Et quand je suis arrivée dans l'organisation, moi j'ai dit, je déclare que je suis non négociable sur l'enjeu de la parité. Et je suis de celles qui croient, et maintenant à la tête d'une banque, c'est aussi important d'avoir des objectifs de vente, des objectifs financiers. Si on est capable d'annoncer 2, 3, 5 milliards une année à l'avance, ou enfin de se commettre à livrer sur ce genre de revenus puis de rentabilité, pourquoi pas aussi se créer une pression, une tension utile d'annoncer des objectifs sur le front de l'équité et de la diversité. Je suis arrivée, je l'ai dit, et puis c'est sûr que moi, en arrivant au comité de direction, ma première embauche a été une femme. On a vite sauté, on frôle le 50% sur l'équipe de direction. Un peu plus de 40% de nos employés sont des femmes. Alors, j'ai quand même un bassin fertile. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai fort apprécié vivre cette expérience de jeunes hommes dans mon organisation. ont eu le courage de venir vers moi pour me dire « On ne sait pas quoi lire dans votre côté non négociable sur la parité, puis on sent qu'on vient de perdre des opportunités de développement de carrière. » Tu sais. Alors, à la demi-blague, je leur ai dit « Ben là, vous commencez à vous sentir comment nous, ça fait 2000 ans qu'on se sent. Cela étant, je vais vous dire que la parité, c'est un objectif, puis on peut pas l'atteindre en 24 heures, puis en une année. Mais si tu n'annonces pas tes objectifs, tu n'auras jamais de plan d'action pour y arriver. J'ai dit à ces jeunes hommes-là aussi, et puis vous êtes encore mieux placés, Randstad, que moi pour le savoir, en cette pénurie de talent, le nombre de positions qui sont affichées à la BDC et qui deviendront aussi disponibles dans les prochains mois, prochaines années, il y a de la place pour beaucoup de monde. Puis ce beaucoup de monde-là doit être à la fois égalitaire, paritaire et diversifié. Oui. Alors, j'ai pas complètement fait disparaître leur vertige, je pense, mais c'est une autre preuve que c'est en se parlant qu'on se comprend, là. Mais... Oui. Donc, c'est aux organisations, c'est pas tant aux femmes d'être plus ambitieuses qu'elles ne sont déjà, c'est aux organisations d'être plus ambitieuses. Et je pense que c'est aux femmes d'être confiantes et en paix avec leur ambition. C'est aux leaders d'aujourd'hui, hommes ou femmes, d'afficher, de divulguer des objectifs, puis de bâtir des plans d'action pour y arriver. Et c'est aux organisations d'être courageuses et de poser les gestes. Et curieuses que doivent être les organisations pour apprendre, trouver des talents diversifiés. Souvent, la réponse qui est donnée par les employeurs, c'est « Oui, mais moi, je veux pas commencer à embaucher, tu sais, des quotas, là. Je veux embaucher sur les compétences, tu sais, les compétences. » Moi, ça m'enrage. Moi aussi, ça m'enrage beaucoup. C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi on se
permet de mettre en contradiction compétences et femmes. Premièrement, il y a de l'incompétence partout. Ça n'a pas de genre, l'incompétence. Et pourquoi on se met à se questionner sur l'incompétence des femmes quand il y a plein d'hommes incompétents aussi qui ont probablement été embauchés? C'est comme, par exemple, à un moment donné, il y a eu un mouvement, il y a 6-7 ans, on va faire des formations pour les femmes, pour les rendre, entre guillemets, board ready. Ouais. Ben, j'ai dit, si vous faites ça, vous allez offrir les mêmes formations aux hommes. Parce qu'ils ont autant besoin d'être board ready que les femmes. Tu sais? Oui. Totalement. Puis, tu sais, c'était une bonne intention, là. C'était comme genre, on va les aider, là. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin de visibilité. Puis d'opportunité. Voilà. Oui. C'est revenu, ça, d'ailleurs, aussi, encore une fois, puis j'en parle parce que ça m'a surpris. Je pensais que les jeunes femmes nous diraient, oui, je sens que j'ai plus d'opportunités. Ce qu'ils ont dit, c'est que les jeunes sentent qu'elles ont moins d'opportunités que leurs collègues féminines plus vieilles. Donc, elles perçoivent pas ça, malgré tout ce qu'on a pu dire, que les femmes, c'est l'avenir, puis puis vous avez les opportunités que nous, on n'aura pas. C'est pas comme ça qu'elles se sentent. Elles se sentent qu'elles doivent, malgré tout, prouver qu'elles valent autant que leurs collègues féminines et que tout le monde est un obstacle, les hommes et les collègues féminines plus vieilles. Donc, encore une fois, ça me surprend un peu. Donc, les jeunes femmes ne perçoivent pas nécessairement ce message d'opportunité-là. Donc, la preuve, encore une fois, Mais tu sais, moi, je reviens à mon point que c'est presque facile de blâmer tout le monde qui fait pas assez pour toi. Puis, ouais. Hein? Moi, quand tu me poses la question à moi, comment t'es arrivée là? Je vais te dire une affaire, je dois rien à personne. Parce que moi, j'ai décidé que j'allais déployer mon énergie puis mes ambitions. Et quand je me décide, là, puis que je veux quelque chose, je pars après le morceau, tu sais, bon. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité de la part des organisations, mais ça arrive pas naturellement, ces choses. Non, il faut y aller aussi. Il faut y aller. Il faut créer des mouvements dans les organisations pour que, c'est tout le monde a à contribuer à ça. Puis c'est un changement de culture complet. Est-ce que tu remarques que l'aspect créer des communautés de femmes qui s'entraident dans les organisations, du mentorat, des choses comme ça, est-ce que ça aide à bâtir la confiance? Est-ce que c'est un facteur qui fait que ça peut... Tu connais ma réponse. Hein? Oui. Et d'ailleurs, à l'EFEA, ce mouvement d'expérience de 100 jours où les femmes... se retrouvent en virtuel pour réfléchir à des comportements à adopter, à adapter, puis à délaisser, là, sur la confiance, la prise de risque, la négociation, l'influence. Le premier effet collatéral positif de l'EFEA, c'est que les filles se retrouvent entre elles se sentent en sécurité, de verbaliser des sentiments, des vertiges, pour réaliser qu'on a toutes les mêmes bébites. Hein? Le top 5, là, c'est dans le désordre, mais on a toutes les mêmes vertiges. Et ça, là, dans les premiers jours de l'EFEA, on dirait que ça diminue la pression, puis que les participantes se disent « Ah ouais, hein, c'est simple comme ça, là. On a toutes les mêmes vertiges, puis sont au nombre de 3 à 5. Fait que si on se met ensemble, on peut réussir. » Vous avez qualifié votre style de leadership transparent, honnête et ambitieux. Donc, est-ce que c'est ça le leadership de l'avenir, la transparence, l'honnêteté, l'ambition? On entend beaucoup parler de ça, la transparence. De plus en plus, les gens l'exigent aussi. Est-ce que c'est ça le leadership de l'avenir? Mais aussi, est-ce que ce sont des qualités qui sont particulièrement reconnaissables chez les femmes? Est-ce que c'est ce type de leadership-là que les femmes ont amené, cette espèce d'honnêteté, de transparence, justement d'ambition, parce qu'on l'associe beaucoup aux hommes, mais quelque part, les femmes l'ont montré aussi. Donc, moi, je pense qu'à vrai dire, on est plus à l'aise avec c'est-à-dire on est moins négociable sur ces valeurs-là, donc on se l'exige à nous-mêmes, donc on l'exige des autres. Mais je pense aussi que c'est une question de génération.
Marie-Noëlle. C'est-à-dire que moi, mon objectif premier quand je dirige des organisations, mon objectif premier de leader, c'est d'attirer et de retenir des talents. Ça a l'air super cliché, là, mais la première matière première qu'une organisation a besoin, tout secteur confondu, c'est le talent. Mm-hmm. Et pour attirer du talent, il faut que ta marque, ton secteur, les responsabilités des postes que tu affiches soient attrayants. Mais il faut aussi que l'esprit de corps en soit aussi un qui attire, pas qui attire, mais qui plaît à ta population d'employés, à tes collègues, pour que tu puisses les retenir. Et dans les multiples générations qu'on gère quand on est leader, avec une prépondérance de plus en plus grande sur des générations plus jeunes, vous êtes non négociable sur ces valeurs-là, de la transparence, de l'honnêteté, de l'empathie. Alors, à titre de leader, tu n'as même pas le choix de te poser la question. Moi, je le pratique plus parce que c'est naturel pour moi, tu comprends? Il n'a pas fallu que j'adapte mon style. Moi, je donne aux autres ce que j'aime recevoir des autres. Puis je te parle pas des biens matériels, mais j'aime qu'une personne soit vraie devant moi. J'aime qu'on me dise la vérité. Je ne tiens pas à ce que tu fasses des longs préambules à tes affirmations. Donc, quand tu regardes mon style, je donne aux autres ce que j'aime recevoir. Et, tu sais quoi, Manuel? On me pose souvent la question, de qui tu t'inspires? Ou, tu sais, écoute, ça fait 20 ans que je me fais poser cette question-là. J'ai jamais eu de poster dans ma chambre, de groupe, tu sais, j'ai jamais eu ça, moi. J'ai jamais été groupie de quelqu'un ou d'un groupe. Mais je me suis tellement fait poser la question que je me suis dit, ça se peut pas, là. Et j'en arrive à la conclusion que j'ai pas encore trouvé, ça fait 5 ans que je dis ça, j'ai pas encore trouvé la façon habile de le dire, mais je m'inspire beaucoup des autres à quoi ne pas faire. De quoi pas faire. Tu vois comment c'est? Oui. Non, mais j'analyse beaucoup, moi, les comportements des gens. Puis quand un comportement m'agresse, je me dis, au lieu de m'enrager, puis d'être sensible, puis de rester vexée, j'essaie d'analyser le comportement. Et crois-moi, je me mets une note mentale à ne jamais faire aux autres. Parce que souvent, tu as des comportements qui entrent en toi, dans ton quotidien, tu t'en aperçois pas trop, parce que c'est un peu de la mimique, puis tu deviens aussi agressante que la personne qui t'a agressée, tu sais. Ben, je peux témoigner là-dessus aussi, parce que moi, je suis aussi, disons, j'ai eu des postes de leadership, donc j'ai eu à me positionner comme leader. Et je me suis, je suis constamment en train de me questionner puis de me regarder, tu sais, le troisième œil, là, puis dire, OK, là, est-ce que je suis, tu sais, comment... Pas fine? Pas fine, mais tu sais, comment je suis en train de dire mon message, là, est-ce que c'est... Donc, il y a beaucoup l'aspect self-awareness aussi. Je pense que le leader doit être très conscient de lui-même parce qu'il a un effet, par sa position d'autorité, il y a un effet systématique sur la personne en face, c'est sûr. Il va avoir un fil de « c'est mon boss », fait que nécessairement, il y a un effet. Mais le piège qu'il faut faire, là, quand on nous écoute, là, toi et moi, là, on est bien à l'aise puis on l'a intellectualisé, ça. Faut pas que le message soit analysez-vous trop. Non. Non, mais parce que les filles, on peut être bonnes là-dedans. On a tendance à faire ça beaucoup. Oui. À filtrer tout. Puis tu m'as déjà entendu à plusieurs reprises, là, puis je vais être comme une vieille cassette brisée pour toi, mais... Tu sais, visons l'excellence puis pas la perfection. Parce que quand tu vises la perfection, c'est ce genre de comportement-là, de suranalyser. C'est ça, c'est trouver l'équilibre entre se faire confiance. Je ne veux pas remettre en question tout ce que je fais, tout ce que je dis, mais par contre d'avoir quand même cette capacité-là à être critique de soi dans ce sens-là. Tu sais, d'être capable des fois de se dire, OK, ben
Ça, est-ce que j'aurais pu faire ça différemment? Mais peut-être que la réponse, c'est non. Non, c'est correct. C'est ça, j'ai fait la bonne affaire. Faut pas que ça arrive à lui tout le temps. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses justement que les femmes amènent t'en as vu dans LFA, tu t'as dit d'ailleurs que tu avais trouvé que la pandémie avait révélé beaucoup de femmes leaders aussi. Oui. Je trouvais ça intéressant que tu dises ça, notamment en santé, justement. Oui. On a vu des femmes quand même. Qu'est-ce que tu penses qu'elles amènent de différent? Est-ce qu'on peut encore dire ça, que les femmes amènent quelque chose de différent à la table? Oui. Bien, à vrai dire, je pense qu'on a vu autant de femmes, et plus qu'à la normale, être dans des positions sur la ligne de front, accepter d'être visibles et audibles, parce que cette crise est venue heurter l'individu. C'est pas été une crise financière, ça n'a pas été une crise sur la marque d'une entreprise, ça n'a pas été une crise géopolitique, ça a été une crise à travers le monde qui a attaqué les individus un après l'autre. Et quand l'individu, quand la personne est en cause, là, les femmes, nous, on oublie toute notre timidité, puis toutes nos restrictions, puis on plonge, parce que notre réaction première est de se préoccuper de ceux qui nous entourent. Alors, et puis, il y avait une équation qui commençait à se faire au mi-pandémie. J'étais encore en Europe, puis il y avait des titres dans des médias américains, européens et canadiens sur le fait que les pays dirigés par des femmes, c'était des pays qui s'en sortaient mieux de la pandémie. Moi, je trouvais ça un peu simple, tu sais, comme équation, même si ça jouait en faveur de ma grande cause. Mais tu sais, il faut faire attention pour... Et j'avais dit à mon équipe à l'ambassade, on devait réfléchir une petite heure ensemble, parce que d'après moi, il y a d'autres facteurs. Et là, on avait sorti certaines statistiques qui démontraient que les pays dirigés par les femmes, c'est vrai que les pays à mi-pandémie s'en sortaient mieux, mais ces femmes avaient des équipes beaucoup plus diversifiées, paritaires, avec différents points de vue, et que c'était entre autres pour ça que ces pays géraient mieux ou de façon différente la pandémie. Parce qu'une femme à la tête d'une organisation, habituellement, est allumée sur ces enjeux-là et compose des équipes à la lumière de cette vision-là. Oui. Ça, c'est vrai que c'est une qualité du leader d'aujourd'hui et de demain, de bâtir des équipes diversifiées. C'est prouvé que le retour sur investissement est nettement supérieur quand tu es capable de... Puis c'est logique aussi, je veux dire, tu es capable d'aller chercher le point de vue de différentes audiences, tu vas parler à différents types de clients, c'est sûr que tu diversifies ta portée. Donc, effectivement, je trouve que c'est une des qualités essentielles. Est-ce que tu en vois d'autres, le leader de demain, là, qu'est-ce que tu penses justement à la lumière de la crise, à la lumière de tout ça? Toi, tu es dans un nouveau rôle maintenant à la BDC. Comment tu entrevois ça? Qu'est-ce que tu penses que tu vas aller, tu veux essayer de faire justement comme leader de différents, de nouveaux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'il faut, comme leader d'aujourd'hui et de demain, il faut continuer de mettre l'individu au cœur des réflexions des organisations. Il faut redéfinir avec ses employés l'impact que l'organisation désire avoir dans son milieu. Et impact ne peut plus seulement se définir par résultats financiers. Toute la question du climat, à la sortie de la pandémie, le 3/4 de la planète est maintenant non négociable. Puis pas juste les leaders de la planète, mais les individus. Maintenant qu'on a été obligés de vivre différemment, on sait que c'est possible de changer drastiquement nos façons de faire, sans pour autant perdre d'argent. Ou bon, il y en a qui malheureusement ont perdu du boulot et tout, mais quand même. Et donc, toute la question du climat pour les organisations et les leaders, si c'est pas ta première priorité, il faut que ça soit la deuxième, parce que comme organisation, tu veux contribuer à ce mouvement, mais encore une fois, pour ta rétention de ton talent, dans cette guerre de talent qui ne finira pas, quand on regarde les statistiques, la courbe est bien partie. Comme leader, si tu démontres pas patte blanche, ou presque,
sur cet enjeu. Ouais. Puis ça revient au principe de ESG, là, mais je trouve que quand on dit climat, ça saisit plus. Et il faut continuer à... Moi, je craignais à un moment donné qu'on se dise, ben là, parce qu'on est épuisé, parce que ça a été difficile, qu'on s'arrête trop juste sur les leçons négatives de cette pandémie, puis qu'on s'arrête pas assez sur les leçons positives. Et moi, je pense aussi qu'il faut redéfinir c'est quoi l'équation de la performance des organisations. Oui. Il faut continuer à livrer de la performance. C'est pas vrai que tout est bucolique, là. Il faut continuer à livrer de la performance, mais avec une équation peut-être un peu remodelée. Bien, comme tu dis, à ajouter des objectifs qui sont autres que résultats financiers. Pur. Effectivement, ça, je trouve que ça résonne beaucoup. Mm-hmm. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, final, aux jeunes femmes qui écoutent et qui, justement, qui ont répondu que, ben, ils n'entrevoyaient pas ça si positivement que ça. Tu as parlé de confiance, je pense que c'est une des clés. Je pense qu'effectivement aussi, les employeurs vont de plus en plus être à l'écoute de peut-être que si elles se sentaient pas qu'il y avait cette écoute-là, tôt ou tard, ils n'auront pas le choix à cause de la crise des talents, comme tu dis. Ils n'auront pas le choix, donc il va y avoir nécessairement plus d'écoute. Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour dire non, allez-y, parce que vous allez avoir votre place? Moi, ça fait 30 ans là, que j'opère, que je contribue ou que j'opère des changements dans des organisations, puis c'est jamais facile. Puis ça vient jamais naturellement. Non. Alors, on a le choix d'être assis sur la banquette arrière puis de dire « ça change pas », ou on a le choix de sauter sur la banquette devant puis de contribuer, puis poser des gestes, puis faire avancer les choses. Si on attend toujours que les autres posent des gestes pour changer, on va toujours être déçu. Alors moi, mon cri du cœur, c'est un geste par jour, Marina. Et peu importe où on est dans l'organigramme d'une organisation, on a un mot à dire, on a une contribution à faire. Ce qui est inacceptable doit être dit à haute voix. Ce qui est souhaitable doit être également transmis à l'organisation. Le secret, c'est le ton et la manière. Mm-hmm. Parce que ça peut être extrêmement abrasif, ces propos-là, sur l'égalité femmes-hommes. Oui. Mais il n'y a rien comme de dire quelque chose de difficile avec un grand sourire. Comme tu l'as fait avec tes jeunes hommes qui étaient un peu craintifs de perdre des opportunités. J'aurais pu me cacher, j'aurais pu dire, c'est ça. Mais il faut quand même, dans un changement, il faut que tu amènes les gens à comprendre où on veut arriver, puis quelle route qu'on peut prendre. Moi, j'ai appris, j'ai une grande facilité de passer de A à Z sans m'enfarger dans toutes les autres lettres de l'alphabet. Okay? Faut comprendre, quand on est une leader, qu'on n'a pas toutes et tous la même route pour arriver à Z. Alors, faut prendre des pas de côté, faut avoir de la patience. Tu sais que c'est pas ce que j'ai en grand lot, mais quand même. Puis de l'écoute active. Mais il faut aussi, aux plus jeunes femmes, je leur dis, soyez débattantes. Je ne veux pas les transformer si elles ne sont pas, mais on peut toutes être débattantes à notre façon. Mm-hmm. Et ça n'arrivera pas naturellement. Non, il faut forcer un peu la note. Oui. Et trouvez-vous des alliés. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ces pistes de réflexion vous aideront à mieux comprendre le rôle que jouent les femmes dans la transformation du monde du travail et vous inspireront dans votre propre parcours. Pour en savoir plus sur notre programme, visitez randstad.ca/femmes au pluriel.